Bonsoir Julia, merci pour votre temps. Bonsoir David Massé, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans votre best-of de la semaine. Vous le savez, c'est le meilleur des invités que nous avons reçus. Voici d'ailleurs le sommaire. Cette année, les boulangeries Costa ont lancé une opération solidaire lors de l'Épiphanie au profit de l'association Monaco Aide et Présence. Sa présidente Donatella Campioni va nous en dire plus dans quelques instants. Comment mieux protéger nos enfants face aux dangers d'Internet? Virginie Sassoon, directrice adjointe du Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, répondra à toutes nos questions. Ensuite, Jean-Luc Royer, cadre de santé rééducation fonctionnelle au CHPG, nous expliquera comment éviter les blessures au ski, notamment en choisissant bien son matériel. David Massé, le directeur du Monte Carlo Rolex Masters, nous dévoilera quant à lui dans quelques instants les dernières informations au sujet de l'édition 2023. Nous irons aussi retrouver Cédric Biscay, président et fondateur de Shibuya Productions. Il nous parlera du festival Magic qui se tiendra à la fin du mois à Monaco. Un rendez-vous incontournable dans l'univers des mangas, des comics et de la pop culture. Et pour finir, nous irons retrouver un Jean Dujardin plein d'humour à l'occasion de la sortie du film Les Gardiennes de la Planète. C'est l'acteur qui raconte l'histoire de ce documentaire et il a donc dû, vous l'entendrez, se mettre dans la peau d'une baleine. Mais nous débutons ce best-of avec l'actualité de la semaine qui concerne les violents séismes qui se sont produits en Turquie et en Syrie. Comment ont-ils pu atteindre une telle intensité? La réponse tout de suite avec un sismologue. Au cours de la nuit, on a eu ce séisme majeur de magnitude 7,8 et qui se trouve en fait sur une zone de faille qui est bien documentée. On est à la limite entre deux grandes plaques tectoniques. La plaque arabique qui monte vers le nord et la plaque anatolienne qui correspond à la Turquie qui se déplace vers l'ouest. Donc cette zone est une zone fragile de la croûte terrestre. On a de nombreux documents de séismes historiques équivalents à celui qui vient de se produire. Donc c'est une zone qui est parfaitement repérée. Ce qui est très inhabituel, c'est qu'en plus de ce premier séisme qui est produit au milieu de la nuit, on a eu un deuxième séisme d'une magnitude quasiment équivalente quelques heures plus tard, donc qui a renforcé, bien sûr, la déformation de la croûte terrestre et aussi l'impact sur les populations. Ces répliques vont durer probablement des semaines, voire potentiellement des mois, pas forcément avec des magnitudes aussi importantes que le séisme principal, bien sûr, mais en gros, on a des règles un petit peu empiriques qui nous décrivent la décroissance des répliques. Donc, pour le séisme qu'on a eu là, on s'attend à avoir des répliques de magnitude 7, au moins une ou deux, et puis quelques dizaines de magnitude 6, et puis quelques centaines de magnitude 5, et puis des milliers de répliques plus petites. Et ça va s'étaler sur, quelques semaines à plusieurs mois, ça dépend un petit peu, mais c'est tout à fait connu et documenté. Mais effectivement, au niveau de la perception des populations, des infrastructures qui sont déjà fragilisées, c'est très difficile. Les fonds, Monsieur Costa nous a laissé libre de choisir, en fait, parmi tous nos projets. Mais je lui ai déjà mentionné, je pense qu'on décidera de le donner à des cantines scolaires qu'on soutient à Madagascar. Pendant toute l'année scolaire, on soutient exactement 800 étudiants dans deux différentes écoles, de la primaire au lycée. Et on soutient le repas du midi, comme la plupart de ces jeunes, ils arrivent et des enfants arrivent à l'école l'estomac vide. Donc, on leur donne un repas chaud et surtout, la base de leur repas, c'est du riz. Donc, nous, on achète pendant toute l'année scolaire le riz pour les cantines des jeunes de ces deux écoles. On a eu beaucoup de différents types de projets dans les 44 ans, dans différents continents. On en a encore beaucoup. On en a en Inde, notamment en Afrique, plusieurs pays d'Afrique, en Moldavie pour ce qui concerne l'Europe et au Brésil pour ce qui concerne l'Amérique du Sud. On opère surtout dans l'éducation,
dans la santé et dans le soutien aux communautés locales. C'est notamment des enfants, des jeunes femmes, de femmes, des personnes âgées, notamment en Moldavie. Depuis la pandémie, nos usages du numérique ont explosé pour le meilleur, mais aussi on peut se demander aussi parfois pour le pire, puisqu'on a des temps de connexion qui ont été très élevés et qui le restent. Mais derrière cette connexion et ce temps de connexion, qui parfois peut être très effrayant, surtout pour les enfants, on voit que même les enfants de 0 à 3 ans sont déjà exposés aux écrans, ont déjà un temps de consommation et puis qui ne cesse d'augmenter plus ils grandissent. Mais la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière ce temps, derrière ces chiffres, quelles sont les pratiques de nos jeunes et aussi s'interroger sur notre rôle pour les accompagner dans ces usages. L'objectif, c'est vraiment de sensibiliser ces enfants sur le respect de l'autre en ligne et hors ligne. Je pense qu'on aurait tort de séparer la question du cyberharcèlement du harcèlement. Il y a cette espèce de continuum qui fait que c'est en permanence. Et donc, je pense que c'est une éducation au respect, à la citoyenneté numérique. On est responsable de ces actes en ligne. Et il faut aussi sensibiliser les parents au fait qu'ils sont responsables puisque les propos tenus par des enfants mineurs revient à la responsabilité des parents. La question de la sécurité en ligne, elle est majeure et les parents doivent donner l'exemple. Donc, je pense que en tant que parents, on doit être conscient que l'éducation aux médias et à l'information, c'est toute la vie. Quand même une époque de l'hypercommunication, donc pouvoir être joignable à tout instant et partout, c'est très moderne. Personnellement, si j'ai pas mon agenda, mes contacts, mes groupes WhatsApp, j'avoue que ma sociabilité en prend un coup. Un peu comme le Dry January nous l'a montré avec la question de l'alcool. Faire une pause signifie pas forcément être abstinent pour toujours et à jamais, mais simplement voir un peu dans quelle mesure cette consommation peut être plus une habitude qu'un réel besoin ou un réel plaisir. Le plus grosse blessure qu'on puisse avoir, c'est le traumatisme crânien. Ça représente à peu près 50% des blessés dans les stations de ski. Ce sont souvent des traumatismes liés à des collisions. Dans un second temps, on retrouve surtout les pathologies liées aux blessures du genou, comme les entorses. Mais dans 30% des cas, on retrouve aussi des blessures au niveau des ligaments croisés du genou. Souvent, on oublie que le ski, au-delà d'un plaisir, ça reste un sport. Donc, comme toute pratique de sport, il est important de s'échauffer. La toute première chose à faire, à mon humble avis, c'est de vérifier son matériel parce que beaucoup de blessures sont liées à du matériel défectueux. Donc, je conseillerais aux gens qui arrivent en station de faire vérifier leur matériel auprès de professionnels. Parce que, comme je disais tout à l'heure, un ski qui ne déchausse pas favorise des pathologies, notamment au niveau du genou. On joue toujours comme d'habitude le samedi 8 avril jusqu'à le dimanche 16 avril, sur 9 jours. On attend tous les meilleurs joueurs au monde. Et là, je peux dire que la vente de billets, on a lancé la billetterie en octobre. On est ravis avec le niveau de vente. On est autour de 80% de capacité pour l'instant, pour la semaine entière. Donc, le message à tous nos résidents monégasques, c'est de profiter, de visiter notre site web pour acheter leur place. Tous les joueurs qui jouent le Rolex Monte Carlo Masters sont capables de gagner le tournoi, c'est sûr. Bien sûr, à la fin aussi, on attend que les joueurs les mieux classés arrivent dans les derniers jours de tournoi, mais on peut attendre que tous les joueurs gagnent le tournoi. Monaco est redevenu une équipe solide là, depuis quelques matchs. Ils ont recollé un peu au peloton de tête à la course à la Ligue des Champions. Et ça, c'est quand même l'objectif du club aussi, de se qualifier de nouveau en Ligue des Champions. Je trouve qu'il y a eu un coup vraiment de moins bien en fin d'année où ils ont pris, avant la Coupe du Monde, quelques claques, dont celle de Marseille, on se rappelle, au Stade Louis II à la dernière seconde. Je trouve que il y a eu du mieux depuis, une prise de conscience, et puis c'est toujours pareil, à Monaco, il faut pas s'endormir, il faut toujours aller chercher plus loin, plus haut, et je trouve que là, entre l'entraîneur, les joueurs, il a trouvé la
la bonne solution pour que le club continue à grandir et à monter au classement. Donc, pour l'instant, c'est une équipe qui est très, très solide. Elle fait partie, sans aucun doute, des 2 meilleures équipes du championnat actuellement. On voulait absolument taper fort cette année avec ce grand retour. Donc, on a essayé de proposer un panel d'invités exceptionnels. Alors, évidemment, Yoichi Takahashi, le créateur de Captain Tsubasa, Olive et Tom, qui a également créé notre affiche. Hironobu Sakaguchi, le père créateur de la saga Final Fantasy. Donc, c'est plus de 100 millions d'exemplaires quand même à chaque fois pour chacun des deux vendus dans le monde. Et évidemment, on a une surprise assez sympa puisqu'on aura l'astronaute Thomas Pesquet avec nous. Pourquoi Thomas Pesquet? Tout simplement que le Magic veut allier art, science et éducation. Et c'est vrai que l'espace, dans la pop culture, il y a des choses intéressantes à discuter. Nous aurons aussi le basketteur NBA, ancien champion NBA Ronny Turiaf, parce qu'on veut évidemment mettre en place une conférence sur sport et pop culture. Donc il y a énormément de choses à dire dans ces différents domaines. Et puis on a évidemment de nombreux autres invités comme les créateurs de la saga Castlevania. Nous avons également Nick Dudman, qui est simplement le créateur des costumes de Harry Potter, un des co-créateurs de Yoda dans Star Wars, qui sera dans le jury du Magic International Cosplay Masters. Donc vraiment une très très grande pointure, et je crois que j'oublie beaucoup d'invités, mais il y en a un paquet. Nous, on mise tout sur la qualité et le fait que l'on propose finalement des pistes de réflexion sur ce qu'est la pop culture et ce qu'elle apporte à notre société. Le soft power, je dis toujours que c'est quelque chose de très très important, et le Magic finalement est une vitrine pour ce soft power, et on veut le mettre absolument en avant. C'était un grand défi d'abord à l'écriture pour le monter, parce que c'était pas facile de vendre un film de cinéma sur les baleines. C'est un sujet qui intéresse tout le monde, mais qui n'était pas facile à vendre à des distributeurs et des producteurs. Et ça a été un défi parce que c'est un film qui est essentiellement tourné sur l'eau, sur et sous l'eau. Et sur et sous l'eau, c'est toujours très compliqué techniquement. Donc ça a été un défi. Ouais. J'ai été évidemment touché par la cause, évidemment, un peu comme tous les humains, enfin du moins qui regardent un petit peu autour d'eux. Et puis j'ai trouvé le documentaire très, très intéressant, très bien documenté, apaisant, militant, et puis surtout je l'ai trouvé très joli. J'ai trouvé ce film très beau, et j'ai l'impression que si on veut être un peu concerné par le sujet, la beauté est un bon axe. C'est un exercice que j'avais rarement pratiqué. J'avais dû le faire pour un documentaire pour Jean-Paul Belmondo. Et je me suis dit, pourquoi pas faire mon premier rôle de baleine. J'aurais au moins un rôle intelligent dans ma vie. Le best-of des réseaux sociaux, c'est le meilleur du net, avec notamment nos amis les animaux, toujours prêts à nous surprendre ou à nous donner, vous le verrez, plein d'amour. Regardez. C'est déjà la fin de ce best-of. Merci beaucoup à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer un bon dimanche sur Monaco Info et je vous dis comme toujours à très bientôt.